Guten Tag, Akademische Kraken, et bienvenue dans cette nouvelle pause de Good Manufacturing Podcast. Donc c'est la 13e édition et on est parti pour 30 minutes de qualité. Voilà. Sur la qualité, on ne sait pas encore si ce sera de qualité. Ouais, exactement. Vous en déciderez après de si c'était de qualité. Alors, voilà, Guten Tag, Akademische Kraken, c'est bonjour les académiciens poulpes en allemand. Merci, on avait compris. Enfin, peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas compris. Mais... Bah voilà, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Bon, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, écoute. Ça va. Ouais. T'es pas très bronzé. Vous êtes pas trop bronzé en fait les deux. Ah bah on se protège. Attention à ça tout. Ouais. Moi, j'avais pas de soleil, j'avais de la neige. J'ai plein de soleil. Bon, alors la semaine dernière, on a fait une sortie de piste pour parler de vide de ligne, mais ça nous intéresse que moyennement. Déviation. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, en y réfléchissant, je pense, au vu des trucs, je sais pas, on me pose la question de savoir si c'était vraiment un problème de vide de ligne ou pas. Mais on ne le saura jamais, donc oui, comme je disais, ça nous intéresse moyennement pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On a une question. On a une question d'un auditeur qui nous demande, donc dans le cadre des CAPA et de la vérification d'efficacité, est-ce que la mesure d'efficacité et pas de nouvelles conformités identifiées lors du prochain audit interne, est-ce que ça vous paraît être une CAPA pertinente pour mesurer l'efficacité ? Moi, j'aurais tendance à... Je suis pas très à l'aise avec ça comme mesure d'efficacité. J'aurais plutôt tendance à dire, quand tu fais tes analyses de récurrence de déviation, donc tous les 6 mois ou tous les ans, et au regard de la fréquence de ton activité, voir si justement tu n'as pas de nouvelles déviations sur ce sujet-là. Mais pas forcément lors d'un audit interne, parce que les audits internes... en fait, la planification de ton audit interne, elle pourrait être très bien 2 semaines après la mise en place de ta CAPA, comme 1 an. Donc, c'est un peu plus aléatoire. Et puis, je pense que... pour moi, le but de l'audit interne n'est pas forcément d'aller regarder l'efficacité de tes CAPA. C'est plutôt de regarder comment fonctionnent un peu tes systèmes qualité et si tout va bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir... en place un vrai process d'analyse de récurrence de tes déviations. Et donc là, à ce moment-là, tu peux regarder à échéance 6 mois, 1 an, est-ce que tu as eu des nouvelles déviations sur un de tes sujets. Et je pense qu'il faut aussi accepter qu'on ne mette pas de contrôle de l'efficacité de CAPA sur 100% des déviations, des CAPA et 100% des déviations. Sur 100%, c'est clair. Sur 100%, c'est clair. Et après, ouais, voilà, il faut se demander, par contre, c'est assez difficile, c'est de trouver le moyen de vérifier l'efficacité d'une CAPA. Et parfois, effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que de vérifier l'efficacité d'une CAPA, autre que pas d'autres, il n'y aura pas de déviation sur la période, quoi. Donc là, ça sert à rien de mettre une action. Je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, pour évaluer l'efficacité. Ce que je disais, c'était plutôt challenger le fait que ça soit lors des audits internes. Mais le fait de regarder s'il n'y a pas de nouvelles non-conformités sur le sujet, je pense que c'est le meilleur moyen. Parce que, franchement, quand tu fais une CAPA, définir la mesure de l'efficacité, c'est quand même super chaud, quoi. Parce que des fois, c'est difficile, en fait. Et au final, ce que tu cherches, c'est à pas avoir de récurrence sur ton événement. Donc, ça reste le meilleur moyen, quoi. Moi, j'ai un autre bémol là-dessus. C'est-à-dire que des fois, tu sais, il y a les CAPA qui vont être mal implémentés. C'est-à-dire que... ou pas implémentés. Et en fait, tu n'as pas eu le temps d'avoir... Parce que tu pilotes pas tes CAPA, tu as besoin d'un... Ouais, non, mais la CAPA, tu vas pas aller te amuser à faire un audit avant la fin de l'implémentation. Mais imagine, tu dis, ça y est, le gars, il signe sur sa CAPA, c'est bon, elle a été faite. Et en fait, finalement... tu laisses passer 6 mois et au bout de 6 mois, tu as une dérive et tu n'as pas encore eu le temps d'avoir la déviation qui s'est représentée. Tu vas peut-être la voir dans 8-10 mois peut-être. Mais en fait, ce qui est
plus intéressant que d'aller faire un audit. Alors, du coup, il est marqué lors du prochain audit interne. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va sur le terrain et qu'il regarde comment la CAPA a été implémentée, ou alors est-ce qu'il va voir dans les déviations s'il y en a eu des nouvelles sur le sujet? Là, il faudrait clarifier. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, le truc vachement pertinent, c'est d'aller faire une observation de tâches au bout de 6 mois sur 3-4 opérateurs et de confirmer que la CAPA, elle est bien implémentée et qu'elle est et au final, en plus, qu'il n'y a pas de déviation sur le sujet, quoi. Mais ça, t'as mis le doigt sur le truc, hein. Les observations de tâches, un des moments où c'est super utile, c'est quand tu mets en place une CAPA avec un changement de pratique. Et il faut, à mon avis, pendant plusieurs semaines, organiser des observations de tâches sur plusieurs opérateurs pour t'assurer que ta nouvelle pratique, elle est vraiment suivie. Et ça, c'est super important, quoi. Et après seulement, effectivement, si tu es sûr que ta nouvelle pratique est vraiment suivie, là, tu peux aller regarder s'il y a récurrence et si ta CAPA, c'était la bonne, donc elle a été efficace. Mais si la nouvelle pratique n'est pas suivie, c'est même pas la CAPA est pas efficace, c'est en fait, c'est comme si tu n'avais rien fait, quoi. Ouais. C'est ça. J'aime bien les observations de tâches. Je suis d'accord avec les observations de tâches. On va venir t'observer la grosse tâche. Oh, ça va. Il le prend direct pour lui. Hein. Ouais, c'est toujours moi qui prends ce genre de truc. Bon, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc dans toutes les précédentes éditions sont disponibles sur le site du podcast et sur YouTube. Hein, parce que j'ai eu des questions comme quoi des gens ils voulaient essayer de retrouver les lives, etc. Donc tous les directs sont disponibles sur YouTube à l'adresse qui est dans le machin. Dans le chat. Et tous les podcasts. Et donc c'est aussi en podcast, donc vous pouvez l'écouter dans votre voiture et tout ça. Et j'en profite, du coup, comme tu parles de où est-ce que c'est disponible, on a parlé d'observation de tâches, on en parlera aussi jeudi prochain, puisqu'on organise un webinaire sur les erreurs humaines. Et donc, on parlera des observations de tâches, entre autres. Hein. Donc, je vais mettre le lien aussi dans le chat pour ceux qui veulent s'inscrire à ce webinaire. C'est complètement gratuit et on va présenter l'approche de traitement des erreurs humaines. C'est trop bien, on va se marrer. Donc, on a terminé l'évaluation. Donc, dans l'épisode précédent, on a terminé l'évaluation et on est à un tournant de notre histoire de déviation. Donc là, pour le paquet est emballé et pesé et maintenant, il faut l'envoyer. Bon, c'est une très mauvaise métaphore, mais j'ai trouvé que ça. Le vin est tiré, il faut le boire. Et donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'organisation parce que c'est à ce stade, c'est un truc qui nous pose pas mal de problèmes sur les sites. Enfin, pas mal de problèmes. C'est là où tu vas commencer ton investigation, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on tourne autour de pas mal de pots. Donc, Arnaud, alors, ou Romain, hein, donc est-ce que vous pouvez me dire de quoi on parle exactement quand on parle d'organisation des déviations et des problèmes? Bon, déjà, d'organisation des déviations. On parle des rôles et responsabilités, quoi. Qui c'est qui fait quoi? Exactement. Et là-dessus, moi, j'ai une conviction ferme, forte et indéboulonnable. C'est investigateur dédié. Encore une fois, je crois qu'on en a parlé dans un des épisodes précédents, mais quand on a un certain nombre de déviations en cours ou un certain nombre de déviations par an, il y a un moment donné où on passe une quantité qui peut justifier largement d'avoir un ou plusieurs investigateurs dédiés. Donc, c'est des profils qui vont être... des personnes qui vont faire les investigations. Ça va être leur job principal, avec potentiellement, selon comment l'organisation du site est suivi des actions. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, c'est des personnes qui font les investigations et c'est leur job principal. Et on rajoute pas ça aux chefs d'équipe, aux superviseurs, voilà, etc. Pourquoi du coup on milite plutôt pour ça parce que ce qu'on observe régulièrement, c'est que c'est un truc qui est rajouté en plus souvent aux superviseurs, les investigations ou aux acquis opérationnels. Alors du coup, les acquis opérationnels, c'est un peu plus discutable dans leur rôle, mais pourquoi du coup ça pose des problèmes d'avoir ça? Moi, je vais d'abord...
apporter ma vision là-dessus, c'est que en fait, avant, il y a quelques années en arrière, j'avais pas forcément de conviction là-dessus, jusqu'à ce que j'intervienne sur un site où il y avait des investigateurs dédiés. Et putain, qu'est-ce que c'était efficace. Franchement, non mais c'est vrai, il y avait pas de retard dans les déviations. Tu sais, toutes les problématiques qu'on se pose, les questions qu'on se pose sur mon lot il est libéré, déviation, etc. Tout ça, c'était sous contrôle, quoi. Et ce jour, enfin, quand j'ai commencé cette intervention, je me suis quand même dit, ah, c'est marrant, eux, ils sont vachement efficaces. Et c'est là que j'ai vu qu'ils étaient organisés comme ça. Et en fait, bah, pourquoi est-ce que c'est un problème quand on donne ça en plus aux superviseurs? Parce que bah, les superviseurs, ils ont 50 000 autres choses à faire. Ils gèrent l'équipe d'un point de vue management, d'un point de vue RH. Ils sont là à gérer toutes les petites problématiques du quotidien, relancer la ligne, la performance, etc. Ils ont 1 milliard de choses en plus à faire. Et du coup, bah, en fait, c'est bête à dire, mais déviation, c'est un sujet qui est quand même assez court terme parce qu'on doit le traiter dans C'est le très court court terme. Ouais. Mais si tu regardes au niveau d'un manager de production, c'est pas court terme du tout une déviation parce que lui, son quotidien, des fois, c'est à 30 minutes près quoi, que ça se passe. Donc la déviation pendant 30 jours, ça passe, bah, je commencerai demain, Je la puis ferai le demain. lendemain c'est pareil, et puis après, et le Puis il y en a une surlendemain autre, et puis- pareil, et puis on arrive 2 jours avant la clôture, ah mince, faut que je fasse l'investigation, on n'a rien commencé, on a perdu plein d'infos, parce qu'en 25 jours, 28 jours, on a perdu plein d'infos, et donc c'est mort. Donc ça marche pas, quoi. Clairement, ça marche pas. Ça serait quoi comme profil, du coup, pour les investigateurs dédiés? Ce serait des gens plutôt côté prod, plutôt... Alors ouais, moi là-dessus, par contre, j'ai aucune conviction. Ouais, il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'envie, quoi. Enfin, tu sais, Voilà, c'est ça. c'est un mec qui kiffe le process, qui a envie de le faire fonctionner et Qui est curieux. qui est curieux, ouais. Tu sais, c'est genre ah ouais. Qui a envie d'aller au bout des choses. Après, voilà, est-ce que ces investigateurs, ils sont rattachés à la qualité? Est-ce que ces investigateurs, ils sont rattachés à la production? Parce qu'après, je suis pas sûr que le débat soit là. Ouais. Mais c'est ton degré de spécialisation que tu veux, quoi, parce que soit tu le mets en prod, mais s'il est en qualité, il va peut-être taper sur tout dans le sécu, dans les systèmes et tout, alors qu'un mec qui est rattaché à la prod, il va faire que les déviations prod au final. Bah après ça dépend effectivement de ton volume d'activité, et tu peux avoir des investigateurs par secteur, par exemple, si tu as un volume de déviation suffisant dans chaque secteur, avec une casquette plus prod, une casquette plus QC. Dans tous les cas, pour moi, c'est des gens qui doivent avoir une maîtrise de la méthode d'investigation, avec un minimum de connaissances process, mais c'est pas forcément des experts du process parce qu'ils peuvent aller s'appuyer sur les experts du process. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une maîtrise de la méthode d'investigation, et comme tu le disais, Pam, surtout une envie d'aller comprendre pourquoi ça marche pas, quoi. Et, par rapport aux superviseurs etc. Moi, je trouve effectivement que, ouais, comme c'était très juste ce que tu dis par rapport au process et par rapport au repoussage de la déviation d'une La fois procrastination. la procrastination déviationnaire. Mais et ça, du coup, finalement, ça impacte fortement le temps de cycle de pas avoir d'investigateur dédié. Et en fait, c'est là où il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça accélérerait, qu'est-ce qu'on gagnerait à avoir des investigateurs dédiés? Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder votre temps de cycle et comment votre temps de cycle est impacté par les déviations? Nous, du coup, on fait cette étude-là quand on intervient sur les sites pour certaines problématiques. Et alors, du coup, Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on trouve parfois dans les résultats? Ce qu'on trouve parfois dans les résultats, bah, ce qu'on trouve, c'est que ton temps de cycle, il est vachement impacté par les déviations, quoi. Mais non, mais ça, non, mais ça, ça me paraît évident. Mais par contre, c'est vrai que justement, quand on a des investigateurs dédiés, le temps de cycle est moins impacté par les déviations. Il est impacté par d'autres choses. Les déviations restent un élément qui, dans tous les cas, impactera ton temps de cycle, mais il y a moins de variabilité dans le temps de traitement. Ah, le terme, c'était celui-là que tu voulais, variabilité. Voilà. Mais voilà, c'est ça. En fait, si
vous avez 30. En fait, il y a à partir du moment où il y a une déviation, elle est traitée quoi qu'il arrive dans les 30 jours. Ça veut dire que pour la supply, c'est ultra confortable. C'est-à-dire que voilà, elle peut prédire à n'importe quelle étape du produit. C'est pas genre, ouais, il y a une déviation sur la fab, c'est bon, ça devrait être réglé plus ou moins avec le temps de conditionnement. Par contre, s'il y a une déviation sur le conditionnement secondaire, tout peut arriver. Là, c'est OK, il y a une Ouais. déviation sur le conditionnement secondaire, bah, vous prenez plus 30 jours, point, terminé. Et en fait, du coup, c'est ultra confortable pour les camions, pour les clients, etc. Il n'y a plus de coups de téléphone insupportables de la enfin, insupportable, incessant de la. Ouais. Ouais, c'est insupportable, mais en fait, pour les deux, hein, de Mais savoir, oui. ah, mon lot, quand est-ce qu'il arrive, le camion est sur le quai, traite pour la déviation, vite, vite, vite. Et finalement, on fait ce que j'appelle la merde de dernière minute, où bah, on met un truc du genre pas d'impact, cause erreur humaine, reformation opérateur, hop là, et ça, du coup, effectivement, Sensibilisation, s'il te plaît. 10 minutes, 10 Hop minutes là. clôturées, Rondement ça part dans le mené. camion. Le produit, là, il est sûr, de toute façon, l'impact a été réglé, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt pour la cause où là, bah, du coup, on est un peu léger. Et ça, bon, bah, ça se défend comme on peut en inspection, mais en général, on s'en sort sans y laisser trop de plumes. Mais néanmoins, après, on se tire une balle dans le pied dans le futur parce que les déviations vont revenir Voilà. d'une fois sur l'autre, quoi. Donc cette maîtrise de la variabilité de temps de cycle, c'est quelque chose qui est quand même essentiel, essentiel bah, pour le quotidien et surtout enfin, je trouve, hein, pour la qualité de vie au travail des personnes qui travaillent dans les Ouais. services. Parce que du coup, en fait, ce qui fait vraiment venir les personnes, enfin moi en tout cas, enfin, je parle pour mon cas, ce qui me faisait vraiment venir à reculons au travail, c'était vraiment de pas savoir sur quoi j'allais tomber aujourd'hui, quoi. Enfin, en fait, pas savoir sur quoi j'allais tomber et surtout, à quel point ça allait être grave et combien de temps j'allais avoir pour le traiter. Et en Ouais, fait, exactement. ça met une pression colossale sur les épaules du gars qui doit traiter les déviations. Et du coup, tous les jours, et c'est trop l'enfer de venir. Enfin, c'est trop l'enfer, quoi. Mmh. Et en fait, tu as l'impression de tenir le chiffre d'affaires de l'entreprise au bout de ton crayon. Parce que du coup, tout le monde est là, mais ce lot, il est trop important, il faut absolument que tu le libères pour demain, et celui-là aussi. Et le lendemain, c'est exactement pareil, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, et du coup, si tu écoutes des podcasts pour l'amélioration continue avec une vision intéressante de comment tu aimerais améliorer les choses dans ton système, etc., bah, du coup, tu es ultra frustré tous les jours parce que tu sais quelle action tu devrais faire pour améliorer tous tes process et ton système. Mais finalement, tu es trop déprimé tous les jours parce que tout ce que tu fais, c'est c'est faire des reformations opérateurs et des clôtures pour erreur humaine. En disant, ah, putain, j'ai pas le temps. Ouais, ouais, Et alors, c'est ça. c'est intéressant. Et alors, Tu prends dans l'autre sens aussi quand tu dis pour le bien-être des équipes ou quoi. En fait, quand on donne ça au superviseur, on a, comme on le disait, hein, il traite ça un peu plus tard, pas au bon moment, et en fait, ça crée aussi de la tension entre la Q et la prod sur les investigations. Et c'est entre guillemets la faute de personne, quoi. C'est difficile, hein, quand on a tout son quotidien de superviseur à gérer, de devoir en plus faire les investigations. On n'est pas forcément bien formé, on n'a pas forcément bien le temps. Et du coup, la Q qui est en attente, qui dit non, mais ton truc, ce que tu m'as envoyé là pour la déviation, c'est pourri. Le supérieur qui dit ouais, mais attends, vous avez demandé toujours plein de choses qui servent à rien. Bref, du coup, ça crée de la tension entre les équipes, quoi. ouais. Et tout ça, finalement, c'est à cause ouais, du manque de visibilité sur la priorité, des rôles et responsabilités et bah, Mm. du temps, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu es à la Q, dire quelle est la priorité entre ce change control et cette déviation, vachement dur. Et quand tu es Mm. le superviseur, entre la gestion du planning et cette déviation, bah, c'est la gestion du planning. Ouais, c'est clair. Après, sur ce type d'organisation, il y a une objection qui revient, hein, c'est de dire ouais, mais ok, si on met des investigateurs dédiés, les superviseurs prod, ils vont se désintéresser des problèmes, ils vont dire bah c'est pas quand il y a une déviation, bah c'est pas mon problème, etc. Moi, cette objection, je la balayerai de deux manières. La première, c'est que même quand on donne ça aux superviseurs, ça arrive plus souvent que ce qu'on pense qu'ils s'en désintéressent, hein, et ils font ça entre la poire et le café par-dessus la jambe, et donc c'est pas mieux pour votre qualité. Et la deuxième, c'est que pour impliquer les superviseurs dans la responsabilité sur les problèmes qui peuvent arriver lors de leur production,
il y a d'autres moyens que de dire c'est vous qui investiguez, quoi. Ouais, et surtout, et du coup, en fait, il faut plutôt les impliquer par rapport au CAPA. C'est-à-dire que l'investigateur qui va Exactement. trouver une cause pertinente, enfin les vraies causes finalement, quand on va voir les responsables du système en disant voilà ce qui va pas sur votre système, j'en suis sûr, voilà comment je l'ai trouvé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les mecs ils sont tous toujours sur chaud pour dire ah mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, c'est autrement moins frustrant que on va reformer tes mecs. Ouais. On va reformer tes mecs pour que la prochaine fois ils fassent mieux. Et du coup, en fait, pourquoi? C'est parce que finalement, là, c'est de la vraie amélioration. Le gars, il a eu le temps de faire son investigation, il sait la faire, il l'a fait correctement, il a trouvé un truc, un vrai levier d'amélioration. Et là, on a des gens motivés pour faire des actions efficaces qu'on sait qu'ils vont être efficaces. Et donc, là, après, c'est toute une histoire de pilotage dont on reparlera certainement dans un épisode suivant, enfin, dans notre épisode. Mais comment piloter ces CAPA? Ça, c'est très important aussi parce que c'est pareil, si jamais les CAPA sont pas pilotés, les gens deviennent très rapidement frustrés parce que nous on avait décidé de faire ça, mais c'est toujours pas en place. Du coup, c'est de la merde. Je suis trop démotivé. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, c'est vrai que il peut y avoir beaucoup d'objections à ce mode de fonctionnement, la charge de travail, le désintérêt de la prod après sur leurs déviations, etc. Franchement, dans tous les cas, quand on voit des sites où on a des investigateurs dédiés, c'est plus efficace. Et c'est aussi plus efficace pour former les investigateurs. Parce que si tu dois former 40 personnes sur ton site à la méthode d'investigation, ça va être très compliqué sur les investigations d'avoir une approche homogène et d'avoir un niveau homogène d'investigation avec une bonne qualité d'investigation et une bonne efficacité. Alors que là, ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il y a ? Des fois, tu figes. Vas-y, continue. Ah ouais, mince. Tu vas avoir 4-5 gus qui vont être formés et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour les former, pour avoir un niveau homogène. Et tu peux même créer une communauté d'investigateurs sur ton site pour organiser des échanges entre investigateurs, quoi. Ouais, puis tu montes en compétences vachement plus vite, quoi. Si tu fais ça pendant un mois déjà, tu surpasses un gars qui fait ça depuis 10 ans. Enfin, pas 10 ans. Entre l'apport et le café. Entre l'apport et le café, quoi. Ouais. Je parle en connaissance de cause. Et alors, il y a aussi un autre truc qui est trop stylé. Merde, j'ai oublié ce que je veux dire. Putain, le con. Ah non. J'aurais dû le noter. Ça avait l'air. On va enchaîner sur autre chose. Ok, alors moi j'enchaîne. L'autre avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement gérer ta charge capacité. Parce que tu sais combien tu as de déviations en cours, tu sais combien tu as de gus, donc tu es capable à un moment donné de te dire, ok, là j'ai 10 déviations en cours, je sais que grâce à ça, mon encours il va être traité dans les temps. Et puis quand tu as une augmentation de déviation, je sais pas, tu passes à 15, là, tu sais que tu vas avoir un problème. Et si d'un coup, tu en as 15 dans un secteur alors que l'autre, il en a moins, tu peux venir faire un renfort avec l'autre investigateur. Même s'il maîtrise moins le terrain de ce secteur-là, à partir du moment où il maîtrise la méthode, il arrivera à investiguer. Et ça, vous pouvez nous croire sur parole parce que nous, en fait, quand on intervient sur les sites et qu'on coach à la méthode d'investigation, on ne connaît pas forcément les process dans le détail des sites sur lesquels on intervient. Pour autant, on arrive toujours à faire quelque chose en termes d'investigation avec un bon niveau de qualité d'investigation. Donc, vous pouvez faire des renforts de ressources comme ça. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut piloter l'encours de déviation pour savoir faire le jeu de chaise musicale en fonction de la situation. Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah Il fera du montage. Si vous avez peur de la charge aussi des investigateurs, justement, moi, ce que je conseillerais, c'est toujours d'en prendre un peu plus qu'un peu moins. Et en fait, si jamais vous avez peur que les investigateurs s'emmerdent, finalement, il y a tout un pan de la culture qualité qu'on traite rarement dans les déviations, c'est la proactivité. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est les signaux faibles et comment les traiter. Et finalement, ces personnes-là, en tant qu'investigateurs, eh bien, elles sont ultra pertinentes dans les moments de creux de déviation. Alors, sur certains, ça met un moment d'arriver à un creux de déviation, hein. Mais en tout cas, c'est ces personnes-là qui peuvent être ultra puissantes
pour aller faire des observations de tâches et pour aller déceler des signaux faibles et justement remonter tous ces trucs-là et les traiter. Et donc proposer, enfin du coup animer tout ça, quoi. Donc Très ça bien. c'est Super. Et on parlera Ouais, des bon, c'était signaux faibles stylé, aussi dans le webinaire de jeudi prochain. voilà, Lien dans c'est le une chat super pour vous inscrire. transition, une super transition avec, avec notre webinaire sur les erreurs humaines, la proaction et tout ça. Et donc ces personnes-là peuvent être des atouts surtout si elles sont formées à tout ça, quoi. Ouais, carrément. Franchement, ouais, bah, c'est ça, hein. Une déviation, c'est un signal fort. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la qualité, on s'intéresse aux problèmes qu'une fois qu'ils sont apparus. Et effectivement, si à un moment donné, vous avez ce qui arrive rarement, mais une sous-activité de déviation, bah, les investigateurs peuvent effectivement aller à la chasse aux signaux faibles, donc c'est-à-dire détecter les problèmes avant même qu'ils surviennent. Et enfin, vous pourrez mettre des actions préventives. Le Graal. Non, mais en vrai, c'est pas facile, hein, mais voilà, c'est de toute façon, encore une fois, hein, on n'a jamais le temps de le faire jusqu'à temps qu'on prenne le temps de le faire, hein. C'est jamais le moment pour tous les types d'interventions, pour tous les trucs, hein. C'est jamais le moment, on a toujours la tête sous l'eau, mais au bout d'un moment, il faut toujours se dire bon, maintenant, on va faire ce truc-là, et c'est ça qui va nous donner un peu de temps pour plus tard. Enfin, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir avoir le temps dans le futur, quoi. Carrément. Il y a un autre truc sur l'organisation qu'on n'a pas parlé, c'est toutes ces petites réunions, enfin toutes ces petites réunions. Parce qu'on n'arrête pas de dire ouais, il faut faire ça collégialement, ouais, il faut, enfin, etc. Donc c'est toutes ces Ah ouais, petites réunions, t'as raison. Super important. dont on parle régulièrement. Donc pour les déviations en plus, ça, c'est vraiment un sujet qui est quotidien. Et donc là, c'est vraiment important d'en parler tous les jours. Mais donc là, il faut vraiment définir le public cible et définir bah, voilà, des points de pilotage par secteur. Et ça doit être vraiment intégré. Et ça va vraiment, pareil, hein, mettre de l'huile dans les rouages de votre process. Ces petites réunions courtes où, justement, on ne discute pas le bout de gras, on prend vraiment que des décisions et on lève les points de blocage. Ouais. Mais justement, c'est important parce que l'organisation, ça a un impact là-dessus. Si on dit que dans votre organisation, les investigateurs, ça peut être les superviseurs, les chefs d'équipe, blablabla, dès que vous allez vouloir organiser ce point de pilotage quotidien sur faire avancer les sujets ou le point de décision sur est-ce que c'est une déviation ou pas, vous allez devoir réunir 15, 20 gus. Là où, en fait, si vous avez une organisation avec des investigateurs dédiés et le parallèle au niveau AQ, vous allez réunir 4-5 gars et ça va être beaucoup plus efficace en termes de décision et d'efficacité sur ces points de pilotage, quoi. Et les gens auront moins l'impression d'être là pour rien, quoi. Et les choses auront avancé d'un jour sur l'autre, quoi. Et ça, Exactement. c'est ultra intéressant. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le... Ah oui, on a aussi, bah voilà, hein, parce que l'investigateur, bah, il doit avoir en général un binôme AQ, à moins que ce soit l'AQ lui-même, auquel cas ça doit être... Enfin, là, c'est intéressant, mais Oui, il y a quand même aussi un binôme, hein, parce que... Ouais, si c'est l'AQ qui est investigateur, peut-être que là, l'approbateur, ça sera quelqu'un qui libère les lots. Mais oui, il y a un binôme AQ dans tous les cas en face pour approuver les investigations, pour revoir, etc. Pour préparer tout ce qui... Enfin, s'assurer que tout est prêt et OK avec bah, les attendus. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est qui c'est qui est process owner? Qui est process surtout, owner? déjà que ça se passe de la façon dont ça doit se passer, mais surtout aussi que c'est compréhensible. Parce que ça, c'est pareil. On peut aussi être aussi fort soit-on. Il faut toujours essayer de se faire relire par quelqu'un et que quelqu'un ait en tête l'attendu pour dire « Oh putain, j'ai rien compris » ou alors « Ah, ouais, c'est bon, je sais, c'est clair, c'est classe ». Et c'est Et là où il faut que ton approbateur, limite, il ait moins de connaissances terrain et process que toi. Parce que bah, faut bien comprendre qu'à un moment donné, ton rapport, il va être lu par un inspecteur, par exemple. Et que bah, l'inspecteur, lui, il connaît pas ton mode de fonctionnement. Et dans la description de ta déviation, tu as besoin de décrire quel est le mode de fonctionnement normal et où est-ce que ça dérive pour que ce soit autoporteur. Et du coup, ça évite de passer, comme
comme j'ai pu le faire dans le passé, des soirées un peu longues à prendre les déviations critiques, on sait qu'on était faible, à les relire, à les revoir et à faire des petites présentations PowerPoint au cas où on nous les demande sur comment on a fait pour traiter ce sujet et comment c'est que c'est sous contrôle, quoi. Parce que le Ça, tu rapport, rigoles, mais 2 c'est ans vrai plus que tard. c'est une pratique qui est assez, qui est plus répandue que ce qu'on croit. Mais je l'ai fait. Préparer des PowerPoint. Ah oui. Tu l'as fait, mais il y en a d'autres qui le font, quoi. Et ça, franchement, c'est zéro valeur ajoutée, en vrai. Ah, dans le contexte où c'est mal fait, ok, c'est peut-être nécessaire. Mais si tu as une approche d'investigation avec un rapport autoporteur, t'imagines le gain d'efficacité. Je sais pas combien d'heures tu passais à faire ça. Les mecs qui font ça, je sais pas combien d'heures ils passent à faire ça. Mais ça prend du temps pour, normalement, une valeur ajoutée nulle. Ouais. Et surtout, bah voilà, si tu passes le rapport, tu dis rien, le gars il fait OK. Là, franchement, t'es là, bah, Carrément. là, tu sais que t'as bien bossé quand même. Ça fait vachement plaisir. Ouais, carrément. Bon, Et donc, est-ce que vous avez... ouais, mais on a dépassé, mais le process owner, alors il est où le responsable du process déviation? Bah, moi j'avais dans l'idée que c'était la Q-System, mais après, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi j'ai mon idée, je sais pas, Romain, toi t'en penses quoi? Ouais, si, AQ-System aussi quand même. Ouais, moi je pense que c'est la Q-System. Mettre la responsabilité du process déviation, par exemple, sur la Q opérationnelle. Des fois, la Q opérationnelle, elle n'est pas dans certains services. Voilà, épisode 3, je crois. Du coup, bah, en fait, ça marche pas. Et c'est vraiment une personne à la Q-System qui est responsable du process déviation, qui est responsable de définir les modes de fonctionnement, qui est responsable de définir les rôles et responsabilités, qui est responsable de s'assurer que les gens sont formés à l'investigation, au traitement des déviations, et qui est responsable de s'assurer que tout ça fonctionne comme à l'attendu, quoi. Donc là, il faut s'adresser quand même à tous les responsables assurance qualité des sites. Si jamais c'est pas une fatalité finalement l'organisation, et il y a des moyens de montrer, il y a des moyens de montrer que on aurait beaucoup à gagner à changer notre organisation. Alors c'est toujours un truc un peu difficile à lancer, mais c'est vraiment un confort pour les équipes, surtout quand il y a des gros turnovers et quand il y a vraiment beaucoup de tension, etc. Ça peut vraiment être quelque chose qui change la donne sur le service et l'ambiance, quoi. Et sur l'efficacité du site, hein. Ouais, Comme, sur encore une fois, l'efficacité, les temps de cycle de libération, etc. Hein. Donc, ça va aussi rendre service à vos équipes supply qui sont en contact avec les clients, qui râlent parce que les lots sont pas livrés, etc. hein. Et qui galèrent à expliquer en relation client que la déviation, parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce que ça voulait dire. Enfin, ça c'est pareil aussi, c'est quand c'est deux personnes différentes qui ont, bah voilà, encore une fois, hein, celui qui a rédigé l'investigation et celui qui la présente, des fois c'est deux personnes différentes et là, c'est pas catastrophique, mais c'est un risque, quoi. Moi je pense qu'il faut pas hésiter à essayer de changer. C'est vraiment intéressant. Et puis bah, à partir du moment où dans un service il y a 20 déviations par mois, ça vaut le coup de mettre un investigateur dédié. Ça fait une par jour travaillée, hein. Donc ça vaut vraiment le coup ça dépend des sites, hein, parce qu'il y a sur certains sites avec des process un peu compliqués où on a plus facilement des choses complexes à investiguer, même en dessous de 20, des fois ça peut valoir le coup. Hein. Ouais, voilà, mais là c'est un chiffre intéressant de dire, voilà, oui. 20, en fait 20 c'est pas un énorme chiffre, quoi. C'est ça que je voulais dire par là. Ça fait 240 déviations par an, quoi. Et on gagnerait, et du coup en général quand on met un, tu mets un backup, donc t'en mets deux, c'est toujours bien. Et après du coup ils vont faire du coup de l'anticipation, etc. Donc là il y a tous les liens dans le chat, si vous voulez aller retrouver les anciens épisodes, si vous voulez participer au webinaire, si vous voulez participer au bootcamp, si vous voulez, bon voilà, on fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions, etc. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, merci Salut tout le monde. tous.